à la tête d'un État qui est en situation de faillite. Arrête, rends-moi mon argent! Le désendettement, c'est la liberté. Ils veulent des dettes, ils sont fous ou quoi? C'est quoi ça? Quoi qu'il en coûte. Remboursez. La véritable épée de Damoclès, c'est notre dette financière colossale. Hélas, mon pauvre argent! À son arrivée à l'Élysée, Emmanuel Macron l'assurait « fini l'argent magique ». Force est de constater que la situation s'est aggravée. Mais le poids de la dette n'est pas une nouveauté en France, il colle à la peau de nos gouvernants depuis plusieurs siècles. Je suis Charlotte Baris et vous écoutez La dette, une passion française, une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Cet après-midi-là, Michel Barnier, le Premier ministre, se dirige fébrilement au pupitre de l'Assemblée nationale. Il sait que l'annonce qu'il va faire va provoquer le chaos dans l'hémicycle. Malgré les multiples réformes menées par son gouvernement depuis des mois, la France ne parvient pas à redresser ses comptes. Les 5% de déficit sont encore loin et la colère monte dans le pays. Alors le Premier ministre a pris une décision forte, loin de faire l'unanimité. Devant les députés, Michel Barnier prend une grande respiration et annonce « Nous allons consolider un tiers de la dette française ». À ces mots, l'Assemblée s'enflamme. Il s'agit là d'une banqueroute. Cela veut dire que l'État renonce en réalité à rembourser 2 tiers de la dette, soit plus de 2000 milliards d'euros. Vous l'avez compris, chers auditeurs, cette scène n'existe pas pour le moment. Mais face au poids de la dette, la banqueroute, c'est une possibilité pour un État. Et la dernière fois que la France l'a connue, c'était dans un contexte révolutionnaire. Je vous propose aujourd'hui un important saut dans le temps. Nous quittons le Moyen-Âge, le franc est désormais installé dans le pays depuis des décennies, les guerres de conquête, les monarques et surtout leurs dépenses se sont succédées et avec elles, les banqueroutes. On retrouve Jean-Marc Daniel, spécialiste de l'histoire de la pensée économique. L'idée de banqueroute, c'est cessation de paiement. Et donc, on va associer cette idée non plus aux banquiers, mais à l'État. On va dire qu'une entreprise fait faillite et un État fait banqueroute. Alors, la différence entre les deux, c'est quoi? C'est que normalement, dans une faillite, les créanciers peuvent récupérer l'actif de l'entreprise qui a fait faillite. En cas de banqueroute, ils ne récupèrent rien. Beaucoup d'États vont faire banqueroute assez systématiquement. Le premier État qui traumatise tout le monde en faisant banqueroute, c'est l'Espagne. Et tout le monde est traumatisé parce que c'est au XVIe siècle. Et l'Espagne, c'est la puissance la plus riche. Et donc, elle fait banqueroute. L'Autriche a fait assez souvent banqueroute. Le pays qui va échapper à la banqueroute de façon assez systématique, c'est l'Angleterre. Pourquoi? Parce que l'Angleterre crée une banque centrale. Cette banque centrale va dire aux gens, si vous avez de la dette publique, et si vous êtes inquiet, vous me la rapportez et je vous la rachète. La banque centrale va devenir le prêteur en dernier ressort, comme on dit, et même sur la dette publique, la Banque d'Angleterre devient l'acheteur en dernier ressort. Toute personne qui a la conviction que l'État va faire banqueroute peut toujours se débarrasser de sa dette en allant voir la banque centrale. Mais pour un État, faire banqueroute, ce n'est pas sans conséquences. Condorcet, au XVIIIe siècle, donc Condorcet, c'est un philosophe, mathématicien du XVIIIe siècle, dit que, en fait, les banqueroutes vont susciter un comportement particulier du monde financier en termes de taux d'intérêt. Grosso modo, vous prêtez 100 à l'État, et puis vous vous dites, la première chose que je dois faire, c'est d'éviter de perdre de l'argent. Or, l'État va bien finir par faire banqueroute. Donc, si je pense qu'il va faire banqueroute dans 20 ans, je lui réclame 5% d'intérêt. Donc, je lui prête 100, il me donne 5 tous les ans, et au bout de 20 ans, j'ai récupéré les 100. Donc, si je pense qu'il va faire banqueroute dans 10 ans, je lui réclame 10%. Et donc, le taux d'intérêt n'est pas un taux formé par le marché, comme n'est pas un prix formé par le marché, dit Condorcet, mais cette pratique de la banqueroute modifie le comportement des prêteurs, et donc le taux d'intérêt devient un élément d'anticipation de la banqueroute. Et force est de constater que les banqueroutes sont nombreuses dans l'histoire de France. Sous Henri IV, Sully a fait banqueroute. Sully, symbole protestant austère, duc de Béthune, voilà, personnage qui vante l'agriculture. Bon, mais il a commencé par faire banqueroute. Et Colbert, donc qui arrive après Fouquet, donc qui a dépensé beaucoup. Colbert fait banqueroute. Et puis, au XVIIIe siècle, on fait banqueroute, c'est l'abbé Terray qui fait banqueroute. Et
Au moment où il rentre chez lui, il est originaire de Montbrison, entre Roanne et Saint-Étienne, et il traverse la Loire, en gué, à Nevers. Et à Nevers, la personne qui tient le bac lui dit « Vous m'avez ruiné ». Alors il est surpris, personne ne sait qui il est. Il découvre que les gens qui ont été victimes de la banqueroute sont des épargnants français, et que ces épargnants ont été tellement traumatisés par le fait qu'on leur a volé leur épargne, qu'ils ont créé des associations, des mouvements qui se sont intéressés à lui, que son portrait a été diffusé, et que tous ces gens sont dans un état de rage à son égard, qui ne concernait pas Colbert, parce que Colbert, il avait ruiné quelques faiseurs, quelques créanciers, quelques financiers. Sully, pareil. Là, pour la première fois, l'autorité royale s'aperçoit que la dette publique, c'est pas l'affaire de quelques financiers. La dette publique, c'est l'épargne de l'ensemble de la population. Et donc, le rapport à la dette change à ce moment-là considérablement. La dette, ce n'est plus un rapport de force entre Philippe Auguste et les Juifs, entre Sully et quelques catholiques qu'il déteste, c'est un rapport entre l'épargnant, qui est un peu tout le monde, et l'État. Et donc la banqueroute devient à ce moment-là une opération sur laquelle on réfléchit à deux fois. Sous Louis XIV, le royaume français connaît des intérêts de la dette élevés. À sa mort, en 1715, les finances sont exsangues. La charge de la dette atteint 165 millions de livres par an, alors que les recettes ne dépassent pas 69 millions. Et les caisses de l'État ne sont pas bien remplies, 800 000 livres de trésorerie. Pour redresser la situation, on fait appel à un Écossais, John Law. Il y a toute une réflexion qui consiste à dire, en fait, ce qui étouffe l'économie, ce qui empêche les États de vivre correctement, c'est cette limite liée à la quantité d'or. Et donc, c'est absurde de faire dépendre la vie quotidienne des gens de quelque chose qui est totalement extérieur et qui n'a aucune raison d'être lié dans sa quantité à l'évolution de l'économie. C'est donc imposer une contrainte qui est une contrainte artificielle. Et donc John Law arrive en France, il réussit à rencontrer le régent. Louis XV est encore plus que gamin, c'est un enfant. Et donc il y a Philippe d'Orléans qui prend plus ou moins le pouvoir. Et donc il arrive, alors le personnage important du trésor, il y a un trésor qui est là depuis Philippe Auguste, ils sont là, il s'appelle Jean-François Melon. Il est assez séduit par les propos de John Law qui lui explique que on va créer une banque, un peu comme la Banque centrale, mais pour lui donner une espèce d'assise, on va mettre en regard, non pas uniquement de l'or, mais on va mettre en regard aussi des choses qui sont liées à l'activité économique, et notamment à l'expansion économique du pays qui se déroule dans les colonies qui sont en train de se mettre en place. Et donc on crée un système qui est un système dans lequel effectivement on dit aux gens qui ont de la dette publique, vous allez échanger ça contre des actions de la Compagnie des Indes. Alors ces actions de la Compagnie des Indes, puisque c'est des papiers, vont commencer à devenir une forme de monnaie. Les gens qui les ont, donc ils échangent la dette publique contre les actions en question, puis les gens qui les ont vont obtenir le droit de les utiliser pour réaliser un certain nombre d'opérations d'échange. Et donc se met en place un système qui est un système plus ou moins de papier-monnaie. Le problème du papier-monnaie, c'est la fausse monnaie. C'est-à-dire fabriquer de l'or, c'est compliqué. Seul l'alchimiste y arrive. Fabriquer des faux billets, c'est déjà plus facile. Se met alors en place une véritable spéculation autour de ces titres liés à la Compagnie des Indes. Des gens vont se précipiter pour se débarrasser de la dette publique, donc la valeur des actions en question va monter. À partir de ce moment-là, des gens vont vouloir les acheter indépendamment de la dette publique, les acheter pour, y compris en apportant de l'or, et donc arrive une flambée, une bulle, et bien alors tout ça s'effondre, parce que les prix sont arrivés à un tel niveau qu'il y a des gens qui commencent à dire mais il faut vendre. Jean-François Melon revient aux affaires, il dit bon ben maintenant on va remettre de l'ordre, et donc on prend tous les gens qui ont des titres de la Compagnie des Indes, tous les gens qui ont des titres de la dette publique, tout ça on crée une commission, et puis on leur dit, vous avez droit à tant. Il y a une aversion des Français pour le papier-monnaie qui devient absolument impossible à contenir, c'est-à-dire que toute idée de réintroduire du papier-monnaie devient immédiatement stigmatisée par l'opinion, et donc on en revient à un système qui est un système sans banque centrale, avec de l'or qui circule, avec des financiers qui financent la dette publique, et avec ces financiers qui s'adressent de plus en plus à l'épargne des particuliers. Après cela, la rigueur est de mise, notamment pour faire face à la guerre de 7 ans qui va à nouveau faire croître la dette. Le fameux Turgot, secrétaire général des Finances de Louis XVI, l'assure,
Point de banqueroute, point d'augmentation d'impôts, point d'emprunt. Turgot part en 1776, il a tenu 2 ans et il n'a pas résolu le problème. Et donc le problème de la dette est toujours là, surtout que après Turgot, la France s'engage de nouveau dans une guerre contre l'Angleterre pour l'indépendance des États-Unis. Et en 1789, c'est justement la question de la dette qui va précipiter la Révolution. En 1789, les États généraux décident de supprimer les impôts, se prononcent contre la banqueroute et mettent en place un système pour rééquilibrer les comptes de la France. Le 10 octobre 1789, on constitue des actifs publics en spoliant l'Église. On ramasse tous les biens de l'Église et on dit voilà. Et on va faire la même opération que ce qu'avait fait plus ou moins John Law, c'est-à-dire on va échanger les titres de dette publique, cette fois-ci non plus contre des actions, mais contre les propriétés foncières de l'Église. Et donc, chacun se voit, détenteur de dette publique, se voit attribuer un domaine de l'Église. Et en français du XVIIIe siècle, on n'attribue pas, on assigne. Et donc, chacun se voit assigner une propriété de l'Église. Et donc, le papier qui traduit cela s'appelle un assignat. Et bien alors, au début, ça devrait bien marcher. C'est-à-dire, au début, les gens sont supposés récupérer des biens de l'Église. Et donc, le nombre d'assignats se multiplie et ça prend des proportions et on va générer une inflation gigantesque. La conséquence, c'est que le problème de la dette publique, on ne sait même plus où on en est. Bon. Donc on va faire un grand livre de la dette publique où on va inscrire machin, on lui doit tant. On arrive à la conclusion qu'elle est toujours là, cette dette publique. En octobre 1795, c'est le Directoire qui s'installe à la tête de l'État. On compte alors 18 milliards d'assignats en circulation et leur valeur s'est encore dépréciée. Le 4 septembre 1797, le 18 Fructidor, les républicains confisquent le pouvoir alors que les élections législatives étaient favorables aux royalistes. On a tellement multiplié les assignats qu'il y a une inflation délirante qui s'installe dans le pays. C'est les montagnards qui sont au pouvoir, c'est la gauche de l'époque, la gauche radicale de l'époque. On peut dire qu'il y a 2 positions qui s'affrontent. Il y a ceux qui disent, écoutez, l'inflation c'est lié à la quantité de monnaie qu'on a mis en circulation, il faut arrêter tout ça, il faut arrêter les assignats. Et puis en face, il y a notre groupe qui dit, si les prix augmentent, c'est parce qu'il y a des gens qui décident de les augmenter. C'est pas parce qu'il y a de la monnaie, c'est parce qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui décide de vendre son blé plus cher. Si on le guillotine, ça va te faire un exemple pour les autres, et les autres vont vendre leur blé au bon prix. Et pour le guillotiner, il faut lui dire c'est trop cher. Donc si c'est trop cher, il faut avoir un prix de référence. Donc on va fixer une grille de prix. Et les prix au-delà ne doivent pas augmenter. Et c'est ce qu'on appelle la loi du maximum. Ce qui est assez paradoxal, c'est que dans les prix qui ne doivent pas augmenter, il y a les prix du travail aussi. Et donc il y a des gens qui vont être condamnés pour avoir augmenté les salaires. Bon. Et ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a un marché noir colossal qui se met en place. Le 9 Vendémiaire de l'an 6, c'est-à-dire le 30 septembre 1797, Dominique Ramel, le ministre des Finances du Directoire, se présente devant l'Assemblée et annonce alors consolider 1/3 de la dette. Il réunit les principaux acteurs et il leur dit quand vous avez 100 de dettes, vous n'en avez plus que 33. Mais sur ces 33, on vous garantit 2 choses. La première, c'est qu'on versera un intérêt de 5%. Et 2, si vous voulez vous en défaire, on va créer une caisse d'escompte qui sera un peu l'anticipation de la Banque de France. Et donc, cette caisse va faire en sorte que si vous avez le moindre doute sur l'avenir de ce tiers qui continue à être rémunéré, dont vous êtes toujours propriétaire, qui est toujours inscrit dans les comptes, qui est dans le grand livre, si vous avez le moindre doute, vous pourrez vous en débarrasser. Puis en 1797, on prend 3 décisions. 1, on annule une partie de la dette. Là, c'est la dernière banqueroute. 2, on crée un nouvel impôt qui ne sera pas contesté et dont on est sûr qu'on pourra le ramasser parce qu'il sera simple. C'est l'impôt sur les portes et les fenêtres. Parce que personne ne peut contester le nombre de portes et le nombre de fenêtres qu'il a. Il suffit d'être dans la rue, puis on voit la porte, on voit les fenêtres. Vous devez tant. Et 3e décision, on crée une nouvelle monnaie. Et puisque la monnaie qui doit garantir la sécurité et apporter la confiance, c'est le franc. Alors on le crée en 1797, il a du mal, c'est Bonaparte, consul, qui va
organiser le franc avec notamment une banque centrale, la Banque de France, et donc on crée le système financier moderne. Cette banqueroute assainit les finances de l'État et sur le long terme, elle permet notamment à la France d'avoir un budget pour mener les guerres napoléoniennes. La banqueroute des 2 tiers de 1797 reste la dernière utilisée par l'État, et ce, malgré les difficultés autour de la dette que la France a continué de connaître. Ruiner, encore une fois, un petit monde de financiers, c'est pas trop dramatique. Ruiner l'épargnant français, ça devient un vrai problème, à la fois économique, moral et politique. Et donc, on évite de faire banqueroute. Et donc, on va mettre en place tout un tas de systèmes en disant, il faut absolument gérer la dette publique sans faire banqueroute. Et on va aller très loin, puisque Louis XVIII, c'est le roi qui succède à Napoléon. C'est le début du retour à la Restauration. Donc Louis XVIII donne une constitution, une charte constitutionnelle, et il met dans la charte le fait que le pays ne fera pas banqueroute. La dette sera honorée quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, on rassure l'épargnant en lui disant, non seulement c'est immoral, mais en plus ce sera illégal de faire banqueroute. Proche de nous et récemment, un pays a fait banqueroute en utilisant une méthode ressemblant à ce qui avait été fait en 1797. On l'a vu avec la Grèce, on a fait des haircuts. C'est une forme de banqueroute. C'est-à-dire que le haircut, ça consiste à aller voir les créanciers, à dire, un peu comme au moment des 2 tiers, on va annuler une partie, mais le reste va être consolidé. Pourquoi est-ce qu'on s'est remis à faire ça? Parce que d'abord, on a changé un peu la nature du rôle de la Banque centrale. La Banque centrale, telle qu'elle est conçue par les Anglais, telle qu'elle se met en place au XIXe siècle, est quand même le prêteur en dernier ressort. Là, la Banque centrale européenne, elle est dans une situation ambiguë, puisque normalement, ce rôle-là de prêteur en dernier ressort est très conditionné par le traité de Maastricht. La deuxième raison, c'est parce que jusqu'à présent, on avait trouvé une autre façon de ruiner l'épargnant. L'euthanasie du rentier, dit Keynes. C'est quoi l'euthanasie du rentier? C'est l'inflation. Et donc, nominalement, on n'annule rien, mais on détruit le pouvoir d'achat des gens par l'inflation. Et donc, on n'a pas besoin de dire « je vous annule votre dette », je me contente de la faire baisser en valeur. Jean-Marc Daniel sera de retour demain pour le dernier épisode de cette série, direction l'entre-deux-guerres. Pour ne pas le rater, rendez-vous sur votre application d'écoute comme Deezer, Spotify ou Podcast Addict. C'est là aussi que vous pouvez nous écrire des commentaires pour nous dire ce que vous pensez de nos podcasts. La dette, une passion française est une série originale de La Loupe, le podcast quotidien de l'Express, réalisé par Jules Cros.